Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle édition qui ouvre la porte du Boozoscope à tout un univers. Et oui, donc certains m'ont même demandé justement pourquoi je n'avais pas encore engrangé la manœuvre, car oui, difficile effectivement de parler de films de merde sans en venir à bousculer un petit peu les fans de Marvel. Et alors, je risque effectivement de m'en prendre quelques-uns sur le rable, mais bon, ça fait un petit peu partie des risques du métier, surtout au vu des films que j'envisage de traiter ici et qui risquent effectivement d'en froisser dangereusement quelques-uns. Et pour cause, là, c'est un des derniers films du MCU que les fans considèrent comme l'un des meilleurs sur lequel notre attention va se porter aujourd'hui. Bon alors après, attention, tout est relatif avec les fans puisque chaque nouveau film finalement est le meilleur depuis le précédent. Mais là, oui, moi qui suis d'habitude assez fan du teaser de base, j'aime autant vous dire que ce fameux Spider-Man No Way Home fait office de suppositoire de 5 cm de diamètre, et rien que le postulat de départ de création en dit long sur l'engin, puisque faut quand même savoir qu'au départ, Spider-Man devait affronter Kraven le chasseur, mais qu'un jour, des gens au sein de la prod ont vu un tweet passer d'un fan qui suggérait que ce serait incroyable d'avoir un film qui mélange justement l'univers des 3 Spider-Man qui ont été portés au cinéma. Et donc oui, c'est d'un tweet de fan que le projet a vu son orientation scénaristique prendre un tournant à 180 degrés. Donc c'est dire le niveau de créativité chez Marvel quand finalement faut tabler dans des tweets pour pondre des histoires. Et vous allez voir que leur niveau justement, ils vont en faire la démonstration à maintes reprises dans ce film qui est juste une grosse arnaque et d'une débilité profonde. Et donc le film démarre effectivement avec le logo Marvel et à travers les échos de la fin du précédent opus. Spider-Man s'en est pris à moi sans raison apparente. Il a une armée de drones tueurs signés Stark Technologies. Donc oui, rappelez-vous, Spider-Man avait dû affronter Mysterio tout seul pendant que les autres super-héros étaient tous en RTT, merci. Donc Mysterio qui voulait se venger de Tony Stark. Donc vous savez, Tony Stark, ce vilain monsieur qui a donné sa vie pour sauver tout l'univers du joug de Thanos. Donc sauver l'univers, Mysterio compris, précisons-le. Mais bon, visiblement, ça comptait pas pour le méchant avec son bocal à poisson en guise de tronche. Et donc Mysterio qui, avant de mourir, s'était enregistré pour prétexter que Spider-Man finalement était le méchant de l'histoire. Donc oui, vous savez, ce fameux Spider-Man qui a été aux côtés de Tony Stark et des Avengers quand ils ont sauvé l'univers. Tandis que, un mec qui sortait de nulle part se faisait passer pour un super-héros. Et forcément, les gens y ont cru, parce que dans les scénarios de merde, les gens croient toujours ce qu'on dit. Un peu comme sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Et donc, subterfuge que Mysterio n'a pas gardé pour lui, puisque... Ces images choquantes ont été mises en ligne tout à l'heure, sur le site d'information controversée dailybugle.net. Ah ouais, site d'information controversée. En gros, c'est complément d'enquête, le truc, quoi. Et vous vous rendez compte, là, il y a déjà suffisamment de conneries, alors qu'on a à peine terminé l'affichage du logo Marvel, Et donc... Le vrai nom de Spider-Man, c'est Peter Parker. Ah oui, ça risque de foutre un peu la merde plus pour notre jeune héros. Bref, Peter Parker, alias Spider-Man, est désormais l'ennemi public numéro 1 parce que tout le monde a oublié instantanément tout son CV de super-héros à cause d'une vidéo virale. Bref, les gens ont tranché sur ce qu'ils ont choisi de croire. Je ne sais rien, mais c'est ce que je choisis de croire. Ah non, pas ce film de... mais tiens, mais c'est une idée pour un prochain Boozoscope, ça, non? Bref, tout ça est fort bien écrit, rien que l'idée que le scénariste... les scénaristes, oui, parce que bon, ils ont été quand même plusieurs à pondre ce truc, Donc les scénaristes ont à cœur de ne surtout pas prendre en compte les antécédents du personnage afin d'amener le film là où ils veulent. C'est vraiment du caviar. Du coup, il n'en faut pas beaucoup pour que la foule se jette sur lui et l'agresse en pleine rue, T'as assassiné Mysterio? Tu l'as aidé à tuer Mysterio? Non, j'ai tué personne. Oh bah oui, tiens, alors je sais pas vous, mais les scénaristes en ont déduit que la réaction humaine de base, quand t'es face à un mec assez puissant pour notamment tuer un mec supposément doté de super pouvoirs comme Mysterio, tu l'accostes en lui donnant des coups de sac à main plutôt que de fuir. C'est comme si toi, tu sais, le premier kidam du coin, tu venais à décider de racketter en pleine Seine-Saint-Denis une racaille qui a le super pouvoir de pouvoir se multiplier par 10 en seulement 2 secondes chrono, quoi.
Ah, on n'en a pas fini avec ce film, hein, je vous le dis. Hein. Oui, parce que là, ça fait à peine 5 minutes et le film en dure à peu près 2h30. Mais bon, vous inquiétez pas, parce qu'on va aussi abréger un petit peu, dans le sens où le film est quand même pas mal rempli de vide. Oui. C'est un concept qui paraît invraisemblable, mais remplir de vide, Marvel a prouvé à bien des égards que c'était possible. D'ailleurs, je dirais même presque qu'ils ont créé ce concept, quoi. Bref, tandis qu'il fuit de building en building avec MJ qui lui dégueule son petit déj tous les 20 mètres sur l'épaule, on découvre que la ville est supplantée de peut-être des dizaines d'écrans de 10 mètres par 10 qui relaient les ragots d'un site d'information controversé, je le rappelle. Hein. Donc, comme je le disais, un média qui prétend diffuser des vérités, même s'ils savent que de toute façon, elles sont complètement bidons. Mais alors, le plus comique dans toute cette histoire, c'est ça. Peter Parker, alias le criminel de guerre à tête de toile qui terrorise depuis les... Oui, vous avez bien vu. En gros, le média qu'on diffuse dans toute la ville, c'est celui d'un mec qui se filme dans sa chambre sur fond vert. C'est comme si moi, on me diffusait sur les écrans de Times Square ou alors qu'on diffusait mes épisodes du Boozoscope sur les écrans d'Hollywood, quoi. Mec Oh là là, mais qu'est-ce qu'on se marre, hein. C'est hyper drôle l'humour hein, dans ce film, vous allez voir aussi. Hein. Du coup, ils partent chez Tata Yo-Yo pour se réfugier sous son grand chapeau, parce que c'est quand même bien connu que quand tu es devenu ennemi public numéro 1, le premier endroit où tu vas te planquer, c'est chez toi, hein. Merci. Quand ils découvrent justement que cette dernière a rompu avec Happy. T'as pleuré? On vient de rompre. Vous pouvez lâcher votre téléphone pendant 5 minutes. Je voudrais juste qu'on parle de votre couple, d'accord? Mais attends, c'est vraiment la priorité là, maintenant, tout de suite? Bureau du Damage Control, nous avons un mandat à l'encontre de Peter Parker. Bref, tout ce beau monde se fait embarquer au poste. Nick Fury était là pendant toute cette histoire. Si vous l'interrogez, il pourra tout vous expliquer. Nick Fury est hors planète depuis 1 an. Et alors, il n'est pas non plus injoignable, suffit de l'appeler. Ah oui, mais oui. Les scénaristes n'y ont pas pensé, ou surtout parce qu'en fait, ça les arrange pas, vu qu'ils ont besoin de placer au forceps un 572e héros dans le MCU, à savoir Matt Murdock, aka Daredevil, qui, en tant qu'avocat, va effectivement plaider la cause de Peter Parker. J'ai de bonnes nouvelles, Peter. Je pense qu'ils n'ont rien de solide contre vous. Et donc l'explication à tout ça, c'est... Ah non, désolé, il n'y a pas d'explication. Bah oui, parce que les scénaristes n'ont pas trouvé justement de solution sur Twitter pour sortir de leur impasse, hein. Donc trouver une justification à l'innocence de Peter Parker, ne serait-ce que sur le plan scénaristique, par pur esprit de logique, je dirais, ils ont estimé que c'était dispensable, merci. Enfin, je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même que cette situation, c'était le point névralgique de clôture du précédent film qui allait poser les bases d'une situation merdissimale pour le héros et s'est plié en 2 temps 3 mouvements par un trou noir scénaristique, quoi. Mais bon, ceux qui ont écrit ça, c'est pas ce qu'on leur demande non plus, hein, puisque de toute façon, tant qu'ils montrent des super-héros et des super-vilains qui se foutent sur la gueule à grand renfort d'effets spéciaux dégueulasses, le fan, lui, il est content, hein, même si c'est débile à souhait. Ah, et surtout, il faut une scène post-générique, bah oui, hein, histoire que le fan justement décortique ça pendant 3 jours sur Twitter ou sur YouTube, hein. Bref. La vie va donc pouvoir reprendre son cours pour Peter et son entourage, bien que... Tu vas sûrement échapper aux poursuites, mais le pire est à venir. Il reste le tribunal populaire. Du coup, on va aller squatter un peu chez Happy pendant quelques jours, histoire de se faire oublier dans le quartier et de retrouver un petit peu le calme. Bref, Peter Parker, lui, tente quand même de passer à autre chose. Hélas, comme les gens sont un peu cons et qu'ils préfèrent croire complément d'enquête, on tient pas trop compte de l'idée qu'un mec qui a sauvé l'univers soit lavé de tout soupçon dans une enquête basée sur une vidéo virale, ce qui fait que... Donc bon, un peu chafouin à l'idée que leur candidature pour le MIT se soit faite recaler, parce que tu comprends, hein, au MIT, on est un peu l'élite intellectuelle, mais pas suffisamment pour accepter un jeune innocenté par la magie des scénarios de merde. Non, effectivement, c'est mieux là aussi de croire les bobards médiatiques d'un reporter complotiste de chez Complément d'enquête version Wish. Et si seulement il y avait d'autres Avengers pour soutenir le gamin, mais comme je l'ai dit, hein, ils sont tous en RTT, c'est moche, hein. C'est vrai, c'est carrément injuste. J'ai rien fait de mal. Et vous deux, on n'a vraiment rien à vous reprocher. Soudain, une petite guirlande d'Halloween à l'effigie de sorcière résonne en lui un petit peu comme une idée de génie. Je vais fondre
Mais non, c'est pas ça l'idée, ça. Alors, Peter, que me vaut ce plaisir? Vous pourriez remonter le temps pour réécrire l'histoire? Sauf que Docteur Étrange, il est pas trop fan parce que bon, tu comprends, hein, on a quand même déjà altéré le cours de l'histoire en faisant revenir tout le monde à la vie avec Thanos, alors bon, genre le mec à l'époque où il était justement le maître de la pierre du temps, il en a quand même usé à fond les ballons, et je vous parle pas de l'épisode face à Dormammu, hein, de Docteur Étrange 1, hein, mais là, juste pour changer un petit détail, il fait le frigide. Même si j'avais été d'accord, j'aurais eu besoin d'utiliser la pierre du temps, et je ne l'ai plus. Bon bah voilà, tu pouvais pas juste dire ça plutôt que de nous faire perdre notre temps avec des explications bidons. Mais soudain il lui vient une idée soufflée par les scénaristes. Les runes de Kofkol. Non, ce n'est qu'un sort d'amnésie standard. On ne remonte pas le temps, mais au moins les gens oublieront que tu étais Spider-Man. Et alors si Wong est pas fan parce que bah c'est quand même risqué, c'est en oubliant évidemment qu'il en a quand même déjà subi les effets à plusieurs reprises quand il se réveillait les lendemains d'orgie avec un mal au cul sans savoir véritablement pourquoi. Du coup c'est parti pour lancer le sortilège qui rendra amnésique le monde entier sur l'identité de Spider-Man. Oui, parce que ça, en revanche, c'est moins impactant sur le plan éthique que de revenir dans le temps, tu comprends, hein. Sauf que... C'est très difficile et dangereux de le modifier quand il est lancé. Alors ma copine va oublier tout ce qu'elle a vécu avec moi? Du coup, Peter Parker va tout faire pour être over relou et demander justement à le modifier en cours de route, merci, hein. Mais alors que l'incantation arrive à son dénouement... Et avant que ce ne soit davantage la merdouille, Docteur Étrange décide de mettre fin au truc. Tu as modifié le sortilège 6 fois de suite, Peter. 5 fois. Tu l'as modifié, c'est dangereux, je te l'ai dit. En fait, autrefois, Spider-Man était un petit peu une saga qui s'appuyait sur une phrase culte du genre « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Et ben là, cette itération du tisseur, c'est de grandes conneries impliquent de grands emmerdements. Voilà comment Spider-Man a évolué en 20 piges pour faire du lolilol, quoi. Bref, comme la contation a merdé et puis que Docteur Étrange l'a envoyé se faire voir, Peter appelle à l'aide son camarade Flash Thompson, qui lui en revanche a été reçu à MIT, parce que bah Peter il aimerait bien quand même plaider sa cause, ainsi que celle de MJ et de Ned, pour entrer quand même là-bas. L'assistante du DG du MIT, tu peux plaider ta cause auprès d'elle. Ok, parfait, elle est où? Elle est partie. Où ça? À l'aéroport. Genre le mec, il est pas encore dans la fac, il connaît déjà le planning en temps réel de l'assistante du patron de l'université. C'est fabuleux, quoi. Peter va donc à la rencontre de Madame dans les bouchons qui mènent à l'aéroport. Donc scène qui se passe en plein milieu d'un pont. Et comme tout le monde sait, dans un film Spider-Man, quelle que soit justement l'itération, une scène qui se passe sur un pont, ouais... Oui, bon, désolé. Après, on va me dire que je spoil. Mais bon, c'est tellement pas prévisible, hein. Et alors qu'il lui récite des poèmes de Jacques Pervers pour la convaincre, son sens de l'araignée s'affole soudain, et pour cause... Et alors, regardez ça. C'est bloqué. La portière est... C'est bon? Vous l'avez vu? Gardez-le en mémoire, on va y revenir très rapidement. Soudain... Salut, Peter. Donc, vous l'avez reconnu, hein, le Docteur Octopus de Spider-Man 2, mais qui va tellement pas être écrit avec suffisamment de nuances que là, ça va plutôt être Docteur Octobof. Ah bah en même temps, il est écrit par des scénaristes qui s'appuient sur Twitter pour rédiger leur histoire, hein, donc bon, on peut pas faire mieux. Hein. Bref, ça se fout sur la tronche, même si bon, Peter comprend pas trop qui il a en face de lui, véritablement. Hein. Alors bon, entre-temps, ça sauve des gens. Et alors bon, vous vous souvenez de Spider-Man 2, c'était quand même quelque chose, niveau spectacle, niveau mise en scène, même les FX, ils s'envoyaient du bois. Et même encore aujourd'hui, ça passe nickel. Mais... oubliez tout ça, malheureux. Ici, là, 20 ans après, mais plus random que ça en termes de spectacle, tu meurs, quoi. Alors oui, parce que, et je vous avais dit de garder la scène en mémoire, depuis tout à l'heure, la meuf, elle est restée à l'arrière avec sa ceinture, alors qu'il suffisait juste qu'elle passe par la place du conducteur pour sortir du véhicule. Mais bon, tu comprends, c'est trop physique, et puis surtout, ça arrangerait pas la suite de l'histoire. Costume endommagé. Nanotechnologie. Et alors qu'il veut lui asséner le coup de grâce, Docteur Octobof comprend que... Tu n'es pas Peter Parker. Mais aussi que...
Et oui, la nanotechnologie de son costume fait que désormais il pilote les tentacules de son ennemi, ce qui fait qu'il peut désormais s'en servir pour sauver la femme du MIT. Tu es un héros. Je parlerai de tes amis au bureau des admissions, et je leur parlerai aussi de toi. Donc voilà, ça c'est fait, ou même faire des trucs beaucoup plus utiles, comme par exemple baisser le froc de Dr Octobooth devant tout le monde, mais... Donc lui aussi, vous le reconnaissez, hein, hélas... Parce que oui, face à la situation, donc Docteur Étrange l'a téléporté dans un de ses sous-sols, en prenant soin quand même, via ses pouvoirs magiques, d'enfermer dans une cellule le Docteur Octobooth, sachant que bon, il y a déjà un autre résident que notre sorcier avait déjà capturé. J'ai pêché ce gros tétard vert et visqueux. Donc en gros, on s'apprête à voir défiler à peu près tous les méchants des précédents films Spider-Man avec Tobey Maguire et Andrew Garfield. Et en gros, l'explication de tout ça, c'est que le sortilège qu'ils ont bidouillé... Eh bien, il a commencé à transporter tous ceux des autres univers qui savent que Peter Parker est Spider-Man dans notre univers. Et vous allez voir qu'en gros, dans tout le multivers, il n'existe que 2 mondes où des gens savent que Peter Parker est Spider-Man. C'est quand même génial, hein, à savoir celui des 2 franchises ciné précédentes. Bah oui, parce que sinon... S'il avait fallu étendre le truc au-delà, ça aurait requis un minimum de créativité pour intégrer notamment des personnages inédits. Donc faut pas déconner, c'est le MCU tout de même. Hein. Mais surtout, vous allez voir que non, ça fait venir que les gens que les scénaristes et producteurs ont décidé. Même si ça rend le truc complètement foutraque, pour pas dire incohérent. D'ailleurs, c'est quand même plutôt bien foutu, la magie des scénarios de merde, puisque, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais sur tout New York, t'as 2 méchants qui sont entrés dans cet univers, pile au même endroit et au même moment, que là où se trouvait Spider-Man. C'est fou le hasard quand même, hein. Oui, et d'ailleurs, quid du bouffon vert qui était justement en train de semer ses petites bombinettes, ça et là? Eh bien, tout le monde s'en bat les steaks. Du coup, Peter a pour mission de capturer tous ceux qui se sont immiscés par inadvertance dans d'autres univers via un bracelet magique concocté par Docteur Étrange, qui permet notamment de capturer les vilains intrus. Je sais que c'est ma faute, je vous jure que je vais arranger ça, mais j'aurais besoin d'un coup de main. Bah oui, un autre super-héros serait peut-être pas trop face à des êtres optimisés et potentiellement dangereux. Du coup... Bon, ceci dit, combattre des méchants et rétablir l'équilibre, c'est pas très important non plus pour Docteur Étrange, hein. Alors, prenez vos téléphones, parcourez Internet et... démêlez-moi tout ce bazar! Oui, parce que lui, pendant ce temps-là, il a un petit peu happy hour au pub du coin, puisque lui, en revanche, oui, il a l'âge de pouvoir se taper des grosses caisses, hein, contrairement aux mineurs qu'il a en face de lui. Bref, grâce à leur talent de recherche sur Internet, donc en gros sur TikTok, hein, en même temps, je suis désolé, hein, mais c'est à l'image d'un scénario basé sur un tweet, hein, il me semble. Hein. Donc il découvre la position potentielle du bouffon vert, ce qui interpelle le Docteur Octobooth. Ça ne peut pas être lui. Pourquoi? Parce que Norman Osborn est mort. Et oui, c'est plutôt logique, mais si on devait suivre la logique, le film ne pourrait pas intégrer non plus le personnage. D'ailleurs, celui de Dr Octobooth non plus, hein. Mais bon, vous allez voir plus tard à quel point on est capable de nous prendre vraiment pour des cons bien plus forts que ça encore. Bref, Peter va quand même donc sur les lieux pour trouver le vilain. Ah oui, alors petite précision, Peter a mis son costume à l'envers parce qu'un jour, en fait, il a vu un film. Retourne tes poches de pantalon. Dans le futur, tous les jeunes portent leurs pantalons à l'envers. Non, c'est surtout parce que en vrai, il y a quelques jours, quand il s'en prenait plein la tronche, justement, il s'est bouffé un bol de soupe vegan, hein, et sauf que la tâche veut pas partir. D'ailleurs, en parlant de costume, savais-tu que pendant le tournage, Tom Holland s'enduisait les parties d'huile de coco parce que le lycra de son costume lui irritait les baloches? Tu aimes les anecdotes merdiques des films de merde comme celle-ci? Alors pense à liker et partager cette vidéo, et surtout à t'abonner à la chaîne. Bref, et une fois notre Spider Dagobert sur les lieux... Il était vert, lui il est bleu. À tout hasard, vous viendriez pas d'un autre univers? Et non, c'est pas le bouffon vert, mais Mégawatt, hein. Alors normalement c'est Electro, mais ici c'est pas la même version. Qui lui aussi d'ailleurs devrait être mort, hein. Donc là, le fameux bracelet magique qui peut venir à bout de toute forme physique et énergétique pour capturer des vilains ne marche finalement pas, c'est génial. Oui, parce qu'il faut coller quand même une scène de baston, donc bon, si on peut s'asseoir sur la cohérence pour ça, hein, on le fait évidemment chez Marvel. Et alors qu'il se prend une rouste... Wow,
Peter, c'est moi, Flint Marko. Tu te souviens de moi? Du coup, ils décident de faire équipe et viennent à bout de mégawatts en faisant tomber des poteaux électriques. Pourquoi? On n'en sait rien, mais bref. Sauf que, bon, ce fameux mégawatt, comme à la prod du film, ils aimaient pas trop son design d'origine. Ils ont décidé qu'il serait différent ici, justifié par... enfin bref. Ah, c'est fabuleux, hein. Tout le monde est foutu en tôle, et alors, bon, il faut savoir que Flint Marko, donc alias Bac à Sable, hein, n'arrivera pas à retrouver forme humaine dans ce film parce que... et d'ailleurs, pareil pour le docteur Connors, hein, donc alias Seth le Gecko, on va l'appeler comme ça, et alors lui, par contre, c'est parce que... Ah bah non, désolé, il n'y a pas plus d'explication non plus pour lui. Donc entre ça et le fait que, justement, Megawatt est un look totalement différent, c'est vraiment la foire à la saucisse de Morteau, ce film. Hein. D'ailleurs, il s'en amuse. En parlant de ça, il t'est arrivé quoi? La dernière fois, tu avais les dents tordues, des lunettes et le crâne dégarni. Donc une vanne de plus pour faire passer la pilule, mais ça reste toujours stupide et surtout illogique. Faut quand même le préciser. Mais soudain, les scénaristes se sont quand même souvenus qu'ils avaient intégré un méchant qu'on n'a pas vu depuis 15 minutes et qui a peut-être tué 50 personnes entre-temps, sans que ça ne soucie absolument personne. C'est Norman Osborn, qui donc effectivement tente de se cacher, mais comme son alter ego passe un petit peu son temps à le traiter de non-genré, hein, pour l'insulter, il décide de lui faire du boudin. On n'échappe pas à soi-même. Et donc, par un heureux hasard, Tata Yo-Yo appelle Peter parce que, justement, eh bien, le fameux Norman Osborn cherche à le voir. Ah, enfin il est là. Norman, je vous présente mon neveu. Donc Norman qui dit avoir besoin d'aide parce que il est perdu et qui pète des plombs parfois, hein, sans comprendre véritablement pourquoi. Et il m'arrive d'agir bizarrement. Ah bah ça, on l'a vu tout à l'heure, hein, avec des petites bombinettes. Hein. Bref, Tata Yo-Yo invite Peter à lui venir en aide, parce que tu comprends, hein, dans la famille, on aide les gens. Ouais, sauf que là, on parle de détraqués qui tuent, quoi, des méchants. Bref, on retourne chez Docteur Étrange avec Norman. Merci d'avoir lavé mon costume. Oui, parce que bon, il va quand même en avoir besoin pour la suite du film. Donc voilà, Tata Yo-Yo finalement a réussi à laver son déguisement en 5 minutes chrono, quand justement l'autre, il a essayé tous les détergents de la planète pendant des heures, mais il n'en est jamais venu à bout de la tâche de son jus d'herbe, quoi. Là, tous les méchants sont présents et foutus en cellules, et alors, bon, c'est quand même bien foutu, hein, parce que le film intègre 5 méchants, donc pile le nombre de cellules dans la géole de Docteur Étrange. C'est quand même bien foutu, hein, la magie des scénarios de merde. Non, parce que franchement, hein, un méchant de plus et on était dans la merde. Non mais, vous vous rendez compte? Et donc, Docteur Octobooth, de ne pas y aller par 4 chemins... Je te signale que t'es un zombie. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es mort, Norman. Sauf qu'il y en a un ici qui en sait déjà un petit peu plus que les autres. Ils sont morts tous les deux en combattant Spider-Man. C'est quoi ces âneries? Et oui, Dr. Ock, donc tu fais le malin, mais la fin de ton histoire sera guère différente de celle de Norman Osborn, faut le savoir. C'est con, hein, quand même, d'apprendre que tu vas mourir. Bref, alors que tout le monde débriefe sa situation pour tenter de comprendre un petit peu tout ce bordel, nous on comprend en gros que même s'ils sont morts, on les a quand même fait revenir dans ce monde, quelle que soit la temporalité, et même si ça n'a aucun putain de sens, mais on comprend surtout que, bizarrement, le MCU n'a décidé de faire revenir que les méchants qu'ils ont décidé. Donc, le Venom de Spider-Man 3, non, hein, on le prend pas. Les deux Harry Osborn, pareil, hein, mais bon, venant de scénaristes qui pondent leurs idées sur Twitter, faut-il s'attendre à grand chose de cohérent dans leur manière d'intégrer tout ce merdier? Je ne crois pas. Donc bien sûr que rien ne tient debout, et que tout n'est que fanservice fourré au burin. Génial, tu en as eu un autre. Non, 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 attendez, il est pas dangereux, il est... Oh bah non, voyons, il t'a juste dit qu'il a été atteint de double personnalité et que t'as vu à l'œuvre notamment son alter ego sur le pont à coups de bombinette. Mais non, non, hein, il est pas dangereux. Bref, Docteur Étrange explique que grâce à son cube magique, il va quand même pouvoir inverser la situation et renvoyer tous ses casse-couilles dans leur univers respectif. Et après, quoi? On meurt tous? Non, sans façon, ce sera sans moi. Ah bah en même temps, ça ne dépend que de toi. Mais pour le coup, Peter est pas forcément fan de l'idée parce que... Ils sont déjà morts. À croire que vous n'avez pas de cœur. Non, non.
Le mec, il a juste voulu cuisiner la mémoire du monde entier pour ton petit caprice, mais il n'a pas de cœur. Et puis on s'en fout, de toute façon, c'est des méchants. Mais sauf que Peter est persuadé de pouvoir les faire changer parce que, comme le dit l'adage, hein... Sois gentil, pas méchant, c'est pas gentil d'être méchant, c'est mieux d'être gentil. Et alors que Peter tente de s'échapper avec le cube... Ah, on le connaît ce coup-là. Sauf que... Comment tu fais ça? Aucune idée. Tu ne devrais pas être capable de faire ça. Mais c'est n'importe quoi, ce truc c'est impossible. Et alors que là, il le fait quand même. Et on n'en saura finalement jamais rien du pourquoi, du comment il arrive à le faire, quoi. Donc la parfaite transcription de la pensée des scénaristes de ce putain de film, mais enfin, je sais pas, mais c'est un truc de dingue quand même, quoi. Et t'en as à côté de ça qui se pignolent en se disant que c'est un des meilleurs films de super-héros. Enfin bon, à partir du moment où tu peux prendre les gens pour des débiles profonds juste en agitant sous leurs yeux de vieux méchants iconiques, je veux dire, ils auraient quand même tort de s'en priver, hein, puisque apparemment la pilule passe très bien. Bon, la pilule qu'on envoie par le derrière. Hein. Bref, ça se bagarre entre toile et dimension miroir dans un ballet pestaculaire à la mise en scène extraordinaire qui touchera à coup sûr les épileptiques, même les plus chevronnés. Hein. Vous savez ce qui est plus cool que la magie? Les maths. Ok, et donc parce qu'il connaît le théorème de Pythagore, ça lui permet de venir à bout d'un monde basé sur la magie et de celui qui le contrôle. Mais c'est fabuleux, quoi. Désolé, monsieur, mais... je dois essayer. Et donc Peter d'abandonner Docteur Étrange dans la dimension miroir. Bref, l'idée du jeune crétin, c'est finalement de trouver une solution pour qu'ils redeviennent tous gentils. Comme ça, ils ne mourront pas dans leur monde. Du coup, là Peter qui part dans l'appartement de Happy avec les méchants, parce que, en fait, dans le KGB de Happy, il y a ça. Il peut analyser, concevoir, construire quasiment n'importe quoi. En gros, une technologie Stark, donc machine qui peut créer absolument tout, c'est génial, hein. Que ce soit une puce inhibitrice pour Dr Octobov, qui a un remède moléculaire pour Osborn, ou alors carrément te faire une Wish-Lorraine si t'as la dalle. Donc en fait, c'est une vraie machine à Deus Ex Machina. Donc l'engin parfait pour des scénaristes de merde quand ils arrivent effectivement pas à se sortir du purin dans lequel ils se sont mis tout seuls. Évidemment, Peter connaît son fonctionnement par cœur, hein, et donc en seulement 5 minutes... Que dès que je serai libre, on va te faire regretter de... Voilà, en v'là une guérie, c'est parti pour les autres, mais en plein travail. Donc mauvais pressentiment, et pour cause... Oui, très impressionnant. Bref, l'alter ego finalement est toujours présent en Norman Osborn. Nous n'avons pas besoin que tu viennes nous sauver. Et encore moins que tu nous rectifies. Bah ouais, mais t'oublies un petit peu une chose importante quand même, d'ailleurs comme les scénaristes, c'est que si ça se passe mal, normalement MJ est censé activer le cube de Docteur Étrange et vous retournez fissa dans votre monde. Et vous mourrez tous. Toi le premier d'ailleurs. Mais bon, quand on est mal écrit comme personnage, on peut difficilement prendre en considération ces points importants qui tombent pourtant sous le sens. Du coup, c'est reparti pour la bagarre. Et tandis que le nouvellement gentil Dr Octobov se fait la malle, Spider-Man doit venir à bout de ses nombreux ennemis, mais... Ça n'a pas marché. Oui, parce que sinon ça raccourcirait le film, donc non, les scénaristes ont décidé que là, bizarrement, le remède de la fameuse machine à Deus Ex Machina ne fonctionne finalement pas. C'est génial, hein, encore une fois, ce concept ultra sélectif selon les besoins du film. Manque de peau. Peter. Ce qui fait que tandis que les forces de l'ordre s'apprêtent justement à prendre d'assaut le bâtiment, et oui, fin de l'histoire pour la tata la plus milf de l'histoire du cinéma, tandis que Peter s'échappe. Partout où Spider-Man passe, chaos et désolation s'ensuivent. Oh, j'en peux plus de ce personnage. Alors, ok, hein, je sais que le mec, de toute façon, dans les comics, il est anti-Spider-Man. Mais là, bordel, il faisait partie des Avengers, il a sauvé l'univers, et là où justement,
tu l'accusais avec la vidéo bidon de Mysterio, alors que derrière, il a été innocenté. Mais toi, on continue de te diffuser sur les écrans de la ville. Mais c'est pas possible, mais même ChatGPT pondrait pas un truc aussi débile, quoi. Bref, du côté de Ned et MJ, c'est un petit peu la déprime, mais MJ n'a toujours pas appuyé sur le bouton, malgré le fait qu'elle sait que c'est absolument le bordel chez Happy, hein. Mais bon, visiblement, plein de méchants dans la nature et Tata Yo-Yo qui est morte, hein, bah c'est pas suffisamment pour renvoyer tous ces emmerdeurs dans ce monde de merde. Ah, monde de merde. Bah, puis c'est surtout que si elle appuyait sur le bouton, le film s'arrête au bout de 1h25. Et bon, on n'a toujours pas vu les autres pardon, je voudrais pas spoiler. Donc non, on laisse à ces méchants l'opportunité de faire le mal au prix de potentiels nombreux morts à travers la ville, hein. Soudain... Voir. Ok. Eh oui, Ned se rend compte que la bague de Docteur Étrange que Peter lui a confiée se met à réagir à ses gestes et provoque des portails. Et donc oui, Ned peut générer des portails. Vous savez, ce truc que Docteur Étrange a dû apprendre à faire après une longue formation quand même pour y parvenir, eh bien Ned, lui, il peut le faire avec un doigt dans le cul parce que tu comprends, un jour sa grand-mère lui a dit qu'il avait des pouvoirs magiques dans la famille. En vrai, Ned, c'est un peu un ersatz de Rey Skywalker, quoi. Non mais, et en plus, c'est quand même bien fait, parce que grâce à la magie des scénarios de merde, Ned, c'est le meilleur pote de Peter Parker, quand même, qui se voit donc confier la bague d'un sorcier, et parmi des millions de New-Yorkais, le hasard a fait qu'il possédait des pouvoirs magiques, lui permettant de se servir de la bague. Lui, en particulier. Donc c'est quand même fou, parce que jusque-là, on n'en avait rien à foutre de lui, sinon d'en faire le comic relief de la saga, hein. Mais comme on a besoin d'un magicien et que Docteur Étrange est un peu indispo, les scénaristes ont trouvé une idée de derrière les fagots, Ned le magicien. J'aimerais qu'on puisse voir Peter. Et là... Ok. Oh bah ça alors! Et oui, alors là... Les salles de cinéma se sont toutes mises à sentir instantanément la souillure de caleçon de geek, parce que tu comprends, oh, quelle surprise! Oui, parce que bon, la prod a tout fait pour cacher la présence effectivement des Spider-Man des autres films, quitte à nier le fait qu'ils seraient dedans, carrément, ce qui, avouons-le, est encore une fois une manière de prendre les gens vraiment pour des cons, de leur faire croire qu'ils ont décidé finalement de prendre tous les méchants des autres films, enfin pardon, ceux qui les intéressent uniquement, mais pas les gentils. Donc en gros, vous espériez nous faire croire qu'un seul Spider-Man serait venu à bout de 5 méchants, alors qu'il en chie déjà avec un seul. Bref, bien sûr qu'il était évident qu'il serait dedans. T'es qui, toi? Je suis Peter Parker. Non, c'est impossible. Je suis Spider-Man. Bref, comme c'est pas le bon Peter Parker, Ned invoque un nouveau portail, et là... Trouve Peter Parker! Et c'est parti pour la deuxième tache de sperme dans les caleçons des neuneux. Ça fait quand même beaucoup d'émotions pour eux en 5 minutes. Hein. Alors bon, je dis pas, j'ai toujours été fan des Spider-Man de Sam Raimi et même les The Amazing Spider-Man. J'arrive finalement à les encaisser, hein, notamment grâce à Andrew Garfield. Mais encore faut-il qu'on en fasse quelque chose. Et là, on n'est pas au bout du merdier, je vous le dis. Bref. J'essaie de trouver votre ami depuis que je suis ici. On sait pas où il est. Du coup, ils vont essayer de le retrouver, mais bon, comme MJ finalement lui a collé un jour un implant GPS dans le derche pendant qu'il dormait, il le retrouve en 2 minutes chrono, merci. Tu sais, je peux comprendre ce que tu... Non, s'il te plaît, me dis pas que tu comprends ce que je ressens. Bref, comme il voit bien que le Peter Parker de ce monde est vachement vénère et qu'il est à 2 doigts de renvoyer tout ce petit monde dans son univers, quitte à ce qu'ils crèvent tous, les 2 autres de lui expliquer que eux aussi, hein, ils ont quand même perdu quelqu'un et que ça les a rendus eux aussi vachement vénères et que c'était pas très drôle, hein, mais surtout que la mort n'est pas la bonne solution. Et c'est notamment dans cette séquence qu'on regrette presque de ne pas avoir eu de The Amazing Spider-Man 3, quand notamment le Peter Parker d'Andrew Garfield nous file plus les poils émotionnellement parlant, en nous racontant son histoire, que le Peter Parker de Tom Holland qui vient tout juste de perdre Tata Yo-Yo, quoi. C'est quand même grave. Du coup, on s'accorde pour tenter de guérir tous les méchants, et pour ce faire, on va dans le labo de chimie du collège pour tenter de réparer les dispositifs que la machine magique avait fabriqués, mais qui ont été endommagés par la baston de chez Happy dans le sac dans lequel ils avaient été stockés.
Je me charge de Connors, je l'ai déjà soigné une fois, c'est pas sorcier. Donc là, on comprend en gros que tous les méchants viennent de temporalités différentes, mais que les Spider-Man, eux, ils arrivent d'une même temporalité que celle du héros du film. Pour quelle raison? Où est la logique dans tout ça? Toutes les personnes en charge du film s'en branlent, sachez-le. C'est une véritable montagne de conneries, ce film. Je crois que je peux créer un antisérum pour Osborn. J'y réfléchis depuis longtemps. Mais ça n'a aucun putain de sens. Ça fait 20 piges qu'il est mort, ton Osborn. Pourquoi tu prétends vouloir créer un sérum afin de sauver un mec mort? Enfin bref, c'est vraiment un carnage. Enfin, les voilà qui concoctent effectivement des antidotes pour 4 méchants dans un labo de collège. Donc c'est une farce. Bref, avec un peu de poudre de magnésium et du chloroforme pour endormir les grenouilles, ils mettent au point les remèdes en, allez, 30 minutes chrono, hein, c'est trop chouette. Et donc il est temps de trouver un terrain de jeu propice pour attirer les méchants afin de leur inoculer leur dose de rappel. Hein. Donc méchants qui depuis tout ce temps tapaient la sieste vu que les scénaristes leur ont demandé, merci. Et donc pour passer le message aux vilains, Peter a la brillante idée de contacter Complément d'enquête en visio, vu que la ville a décidé de diffuser le média H24 sur tous les écrans géants de la ville, même s'il raconte du baratin. Donc voilà, hein, enfin, vous imaginez le monde horrible, diffuser Complément d'enquête H24, quoi. Non, mais c'est surtout que pour la ville, plutôt que de diffuser de la pub, ils préféraient diffuser le média le moins objectif de la planète, et même au-delà. Je suis ici. Ici, d'accord, mais c'est où exactement? Donc, Statue de la Liberté qu'on est en train un petit peu de pimper avec un bouclier de Captain America à la place de la torche, hein, ce qui est presque honteux parce que là, on parle de toucher quand même à un monument qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais bon, ça ne doit pas parler aux scénaristes de Marvel. Et puis c'est surtout que, visiblement, pour la suite du film, ils ont besoin d'un bouclier géant. Pourquoi? On n'en sait rien, mais bon, on va vite le découvrir. Et alors en attendant, parce qu'à la prod on n'arrive pas trop à trouver l'inspiration pour essayer de mettre en scène cette image iconique de la BD, ça compare sa teub, ça compare son expérience, et donc vas-y que toi tu peux faire de la toile naturellement, alors que moi je suis obligé d'aller acheter mes lianes à la droguerie du coin, bouh, enfin voilà. Est-ce que ça sort que de tes poignets, ou ça peut sortir d'une autre partie de ton corps? Non, non, que des poignets. Et donc des discussions trop rigololes hein, pour t'expliquer que par exemple, tu vois, la toile, c'est un peu comme quand tu joues à Papa dans Maman. Hein. Si tu cogites trop, bah tu sais, tu n'envoies pas la purée. Bah là, finalement, tu n'envoies pas la toile. Oh non, mais l'enfer humoristique de ce film. Oh, et alors, je vous ai épargné tout ce qu'il y avait eu presque durant les 2 heures précédentes en la matière. Hein. Soudain... T'aimes le nouvel électro? Allez, donne-moi ce machin. Donc Megawatt qui est complètement con et qui visiblement a pas les fils qui se touchent, hein, ce qui est quand même dommage pour un mec qui est censé être un pro de l'électricité, suivi de Seth le Gecko et de Bac à Sable qui veut lui aussi détruire le cube parce que... Bah oui tiens, pourquoi lui il veut détruire le cube dans le sens où lui déjà il est arrivé dans ce monde en tant que gentil, donc après avoir survécu aux événements de Spider-Man 3, et surtout que un peu plus tôt dans le film, il prétendait vouloir revoir sa fille. Donc si tu détruis le cube, tu la reverras jamais, t'es débile. Bref, ça a vite fait d'être le bordel. Il est temps effectivement d'établir un plan d'attaque coordonné. Je suis dubitatif sur le coordonné. On est Peter 1, Peter 2, Peter 3, Peter 3. Génial, vous êtes prêts? Voilà, c'est ça, le plan coordonné. Et alors là, les caleçons sont tellement souillés dans la salle de cinéma que ça en abîme carrément les sièges. Hein. Non mais le travail, vous imaginez pas le prix que ça doit coûter de nettoyer tout ça, quoi. Il n'y a sur cette planète aucun détergent ou produit de nettoyage à sec qui ait le pouvoir d'enlever cette tache. Puis surtout, ça pue le sperme, quoi. Donc ça part dans tous les sens, dans un amas de CGI dégueulasse et avec zéro effort de mise en scène, ni aucune originalité pour nous permettre de dissocier chacun des Spider-Man et leurs efforts. Hein. Donc la Statue de la Liberté, avec tout ce qu'elle subit, tu te demandes même comment elle tient encore debout, sérieux. Bon et alors, à titre d'info, alors qu'il est en train de défourailler sans trop faire de détails, je tiens quand même à rappeler que la Statue de la Liberté est constituée en majeure partie d'acier et de cuivre. Donc du putain de conducteur de fou, hein.
Donc oui, ça aurait vite fait de tuer absolument tout le monde instantanément, vu comme Megawatt défouraille à tout va à coup d'électricité. Mais comme il est bienveillant, malgré son envie de devenir le maître du monde, il n'en sera rien. Bah oui, parce que sinon, il gagnerait à la fin, donc forcément, ça pose problème. Bref, Bac à Sable finit donc le premier par être guéri, donc voilà, il retrouve forme humaine parce que jusque-là, il ne pouvait pas, ce qui est débile, hein, vu que, comme je le disais tout à l'heure, il en était finalement capable dans Spider-Man 3. Mais bon, ça aurait impliqué de payer l'acteur plus cher, du coup on a préféré faire des économies là-dessus, quitte à dépenser 2 fois plus dans des CGI. C'est intelligent, hein. Donc ici on est en véritable zone de guerre super-héroïque, avec notamment un Spider-Man et des méchants recherchés par des autorités. Mais bon, passé 17h à New York, hein, les forces de l'ordre, elles rentrent toutes chez elles, parce que bah, ce soir, tu sais, c'est un peu plateau repas en famille devant The Voice. Hein. Bref, on galère visiblement à venir à bout de Megawatt, qui tient en respect 2 Spider-Man à coup d'électricité. Donc de l'électricité ultra puissante, mais qui ne tue pas, hein, merci. Quand soudain... Laisse-les, ils sont à moi. Et Electro, qui visiblement est le seul couillon à avoir oublié que Dr Octobooth a été guéri, lui, donc qu'il le mène en bateau, et effectivement... Octavius, non. Qu'est-ce que tu fais? Ah, il te l'a bien fait à l'envers, hein. Donc Megawatt guérit aussi, et donc Seth le Gecko... Donc voilà, ça c'est plié. Et c'est au même moment qu'un portail ouvert par Ned permet à Docteur Étrange de revenir dans l'histoire. Mais c'est vrai que c'est quand même bien fait, hein. Sur les milliards de possibilités de portails et de lieux où ça peut s'ouvrir, il en ouvre un pile à 1 mètre de Docteur Étrange. Bref, ça permet donc à notre sorcier de revenir, parce que bah, jusque-là, les scénaristes l'avaient un petit peu beaucoup oublié lui aussi, mais là, bon, il va quand même être nécessaire pour la fin du film qu'il se mette à l'ouvrage. Bref, malgré le fait qu'on lui montre que bah, le plan de Peter Parker de guérir les méchants fonctionne, lui, il veut rien savoir, lui, il en démord pas. Surtout qu'il a loupé l'happy hour en étant bloqué dans la dimension miroir, alors je peux te dire qu'il est vénère. Hein. Donc non, lui, il veut en finir et renvoyer tout le monde à la Casbah, une fois pour toutes, un point c'est tout. Hélas... Donc encore un fouteur de merde à traiter, mais alors que Docteur Étrange récupère le cube pour l'enclencher... Strange, non! Bref, ça fout le bordel, Docteur Étrange arrive plus à contenir le sortilège. Et alors le fameux bouclier se casse la gueule, évidemment, ce qui permet de devenir, au besoin des scénaristes, l'arène du combat final entre notre Peter Parker et le bouffon vert. Hein. Ah, c'était pas du tout prévu l'usage de ce bouclier. Bref, tandis que Docteur Étrange tente de colmater un petit peu les failles dans l'espace-temps avec du Chatterton de sorcier, c'est la bagarre, hein. Donc Peter, il est ultra vénère et Osborn, il s'en prend plein les chicots. Et alors que Peter compte faire justement une redite de la mort à Osborn dans Spider-Man 1... Eh oui, parce qu'il est comme ça, Peter. Enfin, lui, l'autre Peter, celui qui s'appelle Peter Parker. Enfin, comme les deux autres, puisque oui, ils s'appellent tous Peter Parker. Mais je parle de celui qui, finalement, a un costume de Spider-Man. Mais non, pas lui. Lui. Vous voyez bien qu'il a un costume de Spider-Man. Oui, bon, comme les deux autres. Enfin bref, c'est pas de lui que je parle, ni lui, mais lui. Donc celui qui s'appelle Peter Parker avec un costume de Spider-Man. Vous suivez? Non mais c'est vrai, c'est quand même pas dur à comprendre, quoi. Et oui, c'est pas le cas du bouffon vert, en revanche, quand soudain... Voilà, donc tout le monde est guéri, enfin non, pas lui, mais là le plus problématique c'est les brèches, et qu'effectivement elles sont devenues trop grandes et le rouleau de scotch magique de Docteur Étrange est vide. Ils arrivent, je ne réussirai pas à les retenir, ils sont trop nombreux. On doit bien pouvoir faire quelque chose. Du coup, l'idée de Peter c'est de relancer le sort initial, à savoir que tout le monde oublie qui est Peter Parker. Relancer un nouveau sortilège, mais cette fois qu'ils oublient tous qui est Peter Parker, mais ça marcherait, non? Oui, ça marcherait. Et au motif de quoi? C'est-à-dire que oui, ça empêcherait les gens qui le connaissent d'entrer dans ton monde,
Mais en quoi ça ferme les failles? Enfin bref, on va faire comme si c'était le cas, parce que de toute façon, les scénaristes l'ont décidé, vu qu'ils n'avaient aucune autre solution pour se sortir de cette impasse. Hein. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que toutes les personnes qui te connaissent et qui tiennent à toi, nous n'aurions plus aucun souvenir de toi. Eh oui, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Bon, en même temps, s'il avait pas foutu la merde, justement, à vouloir modifier l'incantation initiale, on n'en serait pas là. Hein. Bref, Docteur Étrange, donc, donne quelques instants à Peter pour dire adieu à tout le monde, et aller 2 minutes derrière un tas de débris avec MJ pour une dernière partie de rodéo humain. Hein. Oui, oui, 2 minutes, ça suffit pour un ado. Bref, alors que Docteur Étrange boucle son enchantement... Voilà, donc tout le monde rentre chez soi, ce qui fait que concrètement, les 2 autres Spider-Man vont entrer dans une réalité qui n'est plus la leur, puisque le fait de changer des personnages qu'ils ont affrontés il y a 10-20 ans va systématiquement provoquer une réalité alternative, avec des conséquences, comme par exemple le fait que le Peter Parker de Tobey Maguire risque fort probablement de ne pas vivre avec la MJ de son monde, et j'en passe. Enfin, je sais pas, l'histoire des fils du temps avec les réalités alternatives, qui était un petit peu le cœur même de l'histoire de Avengers Endgame, ou encore même de Loki, non, tout ça, ça vous parle pas trop, quoi. C'est quand même fou d'être incohérent avec son propre univers. Hein. Mais effectivement, Docteur Étrange avait oublié ce léger détail dans le plan de départ, donc vous savez, ce fameux plan où il estimait que revenir en arrière pouvait altérer l'espace-temps. Mais bon, sûrement qu'il s'en battait les cahuètes, hein, comme les scénaristes. Et donc oui, une fois que l'enchantement a fait son effet, Peter Parker disparaît et tout le monde se met instantanément à oublier que Peter Parker existe. Ce qui veut dire en gros que c'est comme s'il n'avait jamais existé pour personne. Donc le mec, en fait, il a aucune existence légale. Mais visiblement, il vit, il a de l'argent, il peut se prendre un appart, et alors là, il n'est même pas question de savoir qui se porte caution pour lui, hein, pour son appartement, hein, parce que, rappelons-le, ça reste quand même un ado. Enfin bref, techniquement, ça colle absolument pas, mais c'est pas le pire dans tout ça. Non, non, le pire, c'est que Peter Parker avait promis à MJ, pendant qu'il jouait justement à la bête à 2 dos, avant de se dire adieu, qu'il retournerait la voir. Et donc, il va à la boutique où MJ bosse pour commander un café. Et donc là, il comprend bien, au vu de la réaction de la demoiselle totalement amnésique, que ça va pas être simple et qu'il y a tout à refaire. Mais attendez, parce que quand MJ va découvrir dans son portable qu'elle a des photos avec ce fameux inconnu, ça va lui faire drôle quand même, hein. Oui, mais ça, les scénaristes, ils s'en foutent, tout comme le fait que les gens peuvent avoir effectivement oublié l'existence de Peter Parker. Mais il y a des archives, il y a des choses qui restent, donc comme les photos que MJ peut avoir sur son téléphone portable. Il y a des dizaines d'émissions qui ont été effectuées à travers le fameux complément d'enquête, qui ont été enregistrées. Son nom à Peter Parker existe, notamment dans les dossiers du FBI, au MIT, et j'en passe. Il est rattaché à Stark Industries sur le plan administratif. Mais bon, visiblement, hein, tout ça c'est un petit peu abstrait pour les scénaristes. Hein. Donc bon, ils ont un petit peu oublié de prendre ça en compte. Et fin. Ah bah non, pas fin, parce que, on est chez Marvel. Et donc, qui dit film de merde, dit aussi scène post-générique de merde. Et alors là, on retrouve donc Eddie Brock. Attention, hein, ce Eddie Brock. Donc, vous savez, celui du film Venom qui finira aussi au menu du Bouzoscope et qui discute avec un patron de bar. Dans ce monde, il existe tout plein de gens avec des super pouvoirs. Donc en gros, Eddie fait également partie de ces gens qui ont intégré l'univers de Spider-Man, sauf que... Mais qu'est-ce qui se passe? Non! On vient tout juste d'arriver! Non, pas encore! Eh oui, il est temps, après le sort d'amnésie de Docteur Étrange, de retourner dans son monde. Et là, vous vous interrogez pas? Non? Non? Vous voyez pas? Parce que bon, faut quand même préciser que ce Eddie Brock fait partie de l'univers de Spider-Man de Sony. Donc vous savez, le fameux Spider-Verse, mais sans Spider-Man. Donc déjà un concept qui est quand même très original, hein, pour ne pas dire débile, mais quand même très original. Et donc, qui dit univers sans Spider-Man, dit forcément que qu'il ne peut pas connaître Spider-Man. Donc s'il ne connaît pas Spider-Man, comment il a pu entrer dans ce monde comme les autres méchants? Ah, c'est bien pensé encore tout ça, hein. Oui, mais alors attention, parce que, comme je le disais au tout début, une scène post-générique, c'est 3 heures de décortication de la séquence
par des neuneux qui vont essayer de trouver justement une justification à un truc illogique as fucked. Et donc on va te dire qu'en vrai, dans le numéro 322 du comics, eh bien on apprend que le symbiote a une capacité de connaissance à travers les dimensions, et que... Non, mais arrêtez. On a voulu rattacher Venom au MCU, et c'est le seul moyen qui a été trouvé, bien que ce soit complètement débile. Donc voilà. À aucun moment, un scénariste qui te pond une histoire pareille basée sur un tweet, il part aussi loin dans sa réflexion et dans son étude des comics quand il te crée une scène pareille qui va parler à, allez, je sais pas moi, un spectateur sur 250 000. Bref, Spider-Man No Way Home, c'est vraiment l'exemple même du film qui n'a pas grand-chose à raconter, donc il décide de le faire quand même, mais mal. Donc un film qui s'emboîte aussi bien que 3 puzzles mélangés avec lesquels on essaie d'en construire finalement un seul plus grand, donc ça n'a aucun putain de sens, et surtout, c'est la démonstration parfaite de la capacité d'Hollywood à avoir de l'or dans les mains pour inonder son bousin de fanservice et jusqu'au vomi, à seule fin de mieux faire avaler finalement cette andouillerie qui prend vraiment les gens pour des imbéciles. Mais, qu'on se rassure, l'avantage c'est qu'avec Marvel, on n'a pas fini d'en parler dans le Boozoscope. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez par rapport justement à ce chef-d'œuvre, ce meilleur film de super-héros du MCU depuis très longtemps, hein. Bien sûr, pensez à liker et partager la vidéo, pensez également à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!